Bonsoir. Au sommaire de cette édition, l'opposition menace de reprendre la rue, le gouvernement appelle au dialogue, le ministre Damanta Albert Camara demande de privilégier l'intérêt du peuple. Une révolution à la fonction publique, 125 machines électroniques pour pointer la présence effective des travailleurs. L'opération vise à dénicher les fictifs. Et puis la question des droits de l'homme, le chef du département de tutelle est à Genève. Il fait le point sur la situation en Guinée aux partenaires. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre dans cette édition qu'on ouvre par ces trois messages départ. Le premier adressé à son Excellence Monsieur Joachim Gauck, président de la République fédérale d'Allemagne. Excellence Monsieur le Président, j'ai été profondément consterné par la triste nouvelle du crash de l'A320 de Germanwings au sud de la France qui reliait Barcelone et Düsseldorf et a entraîné la mort de 148 personnes. Permettez-moi en cette douloureuse circonstance d'adresser à vous personnellement, au peuple allemand et particulièrement aux familles des disparus mes condoléances les plus attristées. En vous assurant de ma profonde compassion, je vous prie d'agréer, Excellence Monsieur le Président, l'assurance de ma très haute considération. Au Conakry, le 24 mars 2015, professeur Alpha Condé, Président de la République, chef de l'État. Le deuxième message du chef de l'État est adressé à son Excellence Monsieur François Hollande, Président de la République française. Excellence Monsieur le Président et chers amis, c'est avec consternation que j'ai été informé du crash d'un avion de la compagnie allemande au sud de la France ayant causé la mort de 148 personnes. En cette douloureuse circonstance, je voudrais, au nom du peuple et du gouvernement guinéen ainsi qu'à mon nom propre, vous adresser personnellement et particulièrement aux familles éplorées mes condoléances les plus attristées. En vous priant d'accepter mes sentiments de compassion, veuillez agréer, Excellence Monsieur le Président, l'assurance de ma très haute considération. Conakry le 24 mars 2015, professeur Alpha Condé, Président de la République, chef de l'État. Et enfin, ce troisième message départ adressé cette fois-ci à Sa Majesté Felipe VI, roi d'Espagne. Majesté, suite au crash d'un avion de la compagnie Germanwings ayant causé la mort de certains de vos compatriotes, permettez-moi, Majesté, de vous présenter au nom du peuple de Guinée, de son gouvernement et à mon nom personnel, mes très sincères condoléances. Ma compassion va aussi à l'endroit du peuple ami espagnol et singulièrement aux familles éplorées. Veuillez agréer, Majesté, l'expression de ma très haute considération. Conakry le 24 mars 2015, professeur Alpha Condé, Président de la République, chef de l'État. La secrétaire générale de l'OIF est arrivée au terme de son séjour de travail à Conakry. Elle a été reçue hier en audience par le chef de l'État, professeur Alpha Condé, ce pour faire le compte-rendu des activités qu'elle a menées depuis son arrivée en Guinée. Compte-rendu d'audience, Sanassi Keita. Il a fallu 48 heures à la secrétaire générale de la francophonie pour s'imprégner de la situation socio-économique et politique de la Guinée à travers les différentes concertations qui ont eu lieu entre elle et les acteurs sociopolitiques. Au Palais Sékou Touréa, Michael Jean arrive donc pour faire le compte-rendu au président de la République. Mais la première préoccupation des Guinéens entendue par la secrétaire générale de la francophonie est la lutte contre la maladie à virus Ebola. Ce que j'ai entendu, ce sont des Guinéennes et des Guinéens qui disaient « Nous, ce que nous voulons, c'est d'abord sortir de cette pandémie qui nous accable. On veut arriver à un niveau zéro d'infection par Ebola dans ce pays et on veut arriver à un niveau guérison 100%. Et j'ai vu une société civile qui s'organise et qui a participé et qui continue de participer à la riposte nationale et la mobilisation nationale contre Ebola. Une société civile qui dit aussi nous voulons la paix, nous voulons un climat serein, nous voulons un pays où la sécurité est partout, nous ne voulons pas d'agitation. L'autre message de l'ensemble des Guinéens qui a retenu l'attention de Michael Jean est le dialogue pour une Guinée unie et prospère. Ce que nous entendons, ce sont des gens qui disent nous ne voulons pas de violence, nous ne voulons pas d'agitation, nous voulons du dialogue. Le dialogue est essentiel pour ce pays qui va devoir et qui se relever du pire que nous savons.
Le dialogue est essentiel pour que ce pays retrouve les conditions nécessaires pour que l'on puisse redémarrer son économie, pour que ce pays soit prospère. La population dit transparence, un processus inclusif, un processus serein dans le respect des lois et de la Constitution. Voilà ce que j'ai entendu. La secrétaire générale de la francophonie s'est également entretenue avec la classe politique guinéenne dans son ensemble. Pour Michael Jean, les résultats issus de ces concertations sont porteurs d'espoir. J'ai été ravie aussi que la classe politique réponde en si grand nombre à l'invitation lancée pour que je puisse entendre toutes les parties, à la fois l'opposition républicaine, l'opposition extra-parlementaire et la mouvance présidentielle. Cela s'est passé autour d'une table. Toutes les parties étaient représentées, tous les acteurs politiques étaient représentés, tous les partis politiques étaient représentés. Et je repars sur ce sentiment que puisque nous avons pu vivre cet exercice pendant plus d'une heure aujourd'hui, il est possible. Il est possible. Donc, je me rallie à cette attente de la population, des Guinéennes et des Guinéens, que les choses se passent aussi dans le dialogue. Je me rallie à cela. Et pourquoi je me rallie à cela? Parce que, secrétaire général de la francophonie, ce à quoi je m'engage, et à la demande des chefs d'État et de gouvernement qui ont placé en moi leur confiance, c'est dans les lettres de notre charte de la francophonie, dans les lettres aussi de nos documents de référence, de nos documents normatifs, la francophonie s'engage à soutenir toutes les initiatives visant la consolidation de la paix, de l'état de droit, le dialogue, le respect des droits et libertés, le renforcement des capacités dans tous les pays. Michael Jean rentre donc satisfaite de sa première visite de travail et d'amitié en tant que secrétaire général de l'OIF en terre africaine de Guinée, de voir les Guinéens se donner la main pour gagner le combat contre la maladie à virus Ebola. Aussi, les acteurs sociopolitiques parlent d'une même voix pour construire une Guinée forte et résolument tournée vers l'avenir. L'actualité ce mercredi, c'est le coup d'envoi des consultations nationales. La commission provisoire de réflexion sur la réconciliation nationale reprend du service. Tâche compliquée dans un pays où chacun se victimise alors que tous les groupes ethniques à un moment donné ont été victimes et bourreaux. Lancement de la cérémonie d'ouverture par le chef de l'État. Le point avec Ibrahim Keita. Depuis le décret de création, de la mise en place et de la nomination des coprésidents de la commission provisoire de réflexion sur la réconciliation nationale, un important travail de fond a été abattu en Guinée et dans d'autres pays. L'objectif est de proposer des démarches à suivre en vue d'aboutir à une réconciliation nationale découlant de la vérité, de la justice, de réparation et de la réforme institutionnelle. La présente rencontre du lancement officiel des activités de la commission provisoire de réflexion sur la réconciliation nationale marque le départ d'une série d'activités devant toucher l'ensemble du territoire national. Déjà, après une série de sensibilisation et de concertation, un certain nombre de constats se dégagent de la première phase de la démarche de la commission. Le processus de réconciliation dans lequel nous nous engageons procède de la lettre d'engagement entre le gouvernement et la commission de consolidation de la paix des Nations Unies et porte, outre la réconciliation nationale, la réforme des services de défense et de sécurité, l'emploi jeune et l'emploi femme. Nous avons connu
depuis notre indépendance, des moments de gloire et de douleur. Les événements dont il s'agit ont eu pour acteurs des Guinéennes et des Guinéens. C'est toujours des Guinéens qui ont été victimes d'autres Guinéens. Le temps faisant, les douleurs se sont transformées parfois en haine. Or, le peuple guinéen est uni par des liens séculaires fondés sur le respect de la dignité humaine, de la tolérance, de la compréhension, de l'amour de l'autre. Mais nous pouvons vous rassurer. Excellence, Monsieur le Président de la République, honorables invités, l'histoire de notre pays est bien la nôtre et nous devons l'assumer en toute responsabilité et surtout reconnaître nos fautes, demander sincèrement pardon et prendre l'engagement de ne plus les répéter. Dans cette démarche et avec l'appui du système des Nations Unies, après le siège ici à Conakry, des antennes régionales créées sont dotées de sièges avec toutes les commodités exigées en la matière. C'est en tenant compte du passé glorieux et douloureux de la Guinée que le chef de l'État a manifesté sa volonté de réconcilier les Guinéens victimes ou bourreaux. Une vision partagée par le système des Nations Unies. Le système des Nations Unies reste ainsi convaincu que l'enjeu de la paix est partagé par tous et voudrait à cet effet renouveler son engagement à accompagner la Guinée dans la recherche des mécanismes endogènes susceptibles de fédérer les énergies des filles et fils de la Guinée. Le projet d'écoute des populations s'inscrit donc dans un vaste programme qui vise une Guinée réconciliée dans l'écoute, la vérité, la justice et la paix. Le message des artistes au cours de la cérémonie était évocateur. Discrimination sociale, discrimination linguistique, discrimination ethnique. Pour le président de la République, professeur Alpha Condé, la réussite de cette opération nécessite l'implication des Guinéens, victimes ou bourreaux. La Guinée a connu un long passé douloureux. Ce passé continue à nous poursuivre. Très tôt, des règlements de compte, des exécutions extrajudiciaires se sont substitués à la loi. Au lieu de juger de façon impartiale à la face du monde, on a préféré exécuter. Donc, notre pays a connu une très mauvaise image à travers l'histoire. Cela a même commencé avant l'indépendance en 1957. Cela a continué avec le Camboiro. Cela a continué avec les événements de 85, 2006, 2007, 28 septembre, etc. Mais le plus grave, c'est que de en plus, l'esprit communautaire a eu tendance à l'emporter sur l'esprit national. Le manque de civisme a été généralisé et l'intolérance. Mais ce qui complique encore davantage la situation, c'est que dans une même famille, on peut trouver des victimes et des bourreaux. Très souvent dans notre pays, on se rend justice tout de suite. La reconnaissance nationale en Guinée est très difficile. Pourtant, c'est une nécessité. Je félicite les co-présidents, toutes l'aide qu'ils ont apportées. Mais la reconstruction nationale, quel que soit l'accompagnement international des Nations Unies de droits de l'homme, ne peut qu'être par le fait des Guinéens. Or, aujourd'hui, les Guinéens ont du mal à s'affecter les uns des autres. Mais je fais un appel aux enfants des victimes du
Camboiro, le 85 et autres. C'est eux qui sont notre espoir. Si ils acceptent de s'asseoir ensemble, de discuter, de créer un espace de discussion, de discuter entre eux, parce qu'ils ne sont pas responsables. Beaucoup d'adultes sont responsables. Il est difficile de reconnaître, effectivement, c'est moi qui ai dénoncé telle personne alors qu'il était innocent. Donc, demandons aux jeunes, aux enfants de Camboiro, aux enfants de Canation et autres, d'essayer de dialoguer et de nous aider à avancer. A précisé que le lancement des consultations nationales est un appui au processus de réconciliation nationale initié par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. L'autre audience ce mercredi à la présidence de la République a été accordée au directeur général Afrique du FMI, directeur général adjoint Afrique du FMI. Il a été question de la lutte contre Ebola et de la relance économique à prévoir après l'épidémie. Abebe Selassie, à sa sortie d'audience, s'est prêté aux questions de notre reporter. Ibrahim Keta, suivez. L'objectif de ma visite en Guinée était de discuter avec les autorités de la situation et des progrès qui ont été réalisés concernant Ebola, mais de façon plus importante de discuter avec les autorités les priorités pour le plan de relance. J'ai eu des discussions similaires avec le ministre d'État Diaré et avec le gouverneur de la Banque centrale Nabé pour voir comment le Fonds monétaire peut assister le plan de relance du gouvernement guinéen. Je suis très encouragé par les progrès qui ont été réalisés et je crois que sur la base de ces progrès-là, l'économie guinéenne va bientôt retrouver les taux de croissance qu'ils avaient connus avant l'épidémie Ebola. La question d'Ebola est toujours donc d'actualité. Les autorités sanitaires disent ça suffit et comptent sur tout le monde pour éradiquer définitivement et à court terme l'épidémie dans le pays. 6000 jeunes sont déployés sur le terrain. Leur rôle est de contribuer à briser les réticences sur le littoral surtout. Le lancement de la campagne a été présidé par le Premier ministre. Compte rendu de Adi Kamara. Ils sont 6200 jeunes mobilisés pour passer le message ça suffit Ebola. Ces jeunes doivent aller au niveau des gares routières, des marchés, des concessions, des terrains de sport, des écoles, bref, partout où l'on constate le regroupement des personnes. Cette campagne Ebola ça suffit est destinée aux populations des 6 préfectures de la Basse-Guinée, y compris la zone spéciale de Conakry. Après avoir fait le bilan des zéro Ebola en 60 jours, nous avons cru vous interpeller en vous demandant que ça suffit. Ebola et plus jamais Ebola. Donc ce slogan, pour que ça devienne une réalité sur le terrain, nous devons quand même le décomposer pour que ça soit compris de chacun de nous. La première étape à vaincre pour le contenu atteindre l'objectif ça suffit Ebola, c'est d'abord arriver à bout des réticences. Ça suffit, nous interpelle tous, individuellement et collectivement, à faire un sursaut de prise de conscience pour briser les derniers bastions de Ebola dans notre pays. Il s'agit au cours de cette campagne de sensibiliser les populations sur le déplacement des corps, l'enterrement non sécurisé, la gestion des cas suspects dans les concessions, toutes choses devant contribuer à vaincre Ebola en Guinée. Maintenant que le pays s'engage dans cette semaine de mobilisation sociale, il est important que l'initiative s'enrichisse avec des leçons apprises au cours de ces 52 semaines. Cette épidémie est la première à bénéficier d'autant d'attention des sciences sociales. C'est le but d'arriver à trouver un équilibre entre les protocoles médicaux et sans aucun doute indispensable pour limiter la propagation de Ebola. Cette autre stratégie, porte à porte, vient renforcer d'autres initiatives entreprises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre Ebola en Guinée. Il est donc heureux de constater que vous êtes encore mobilisés pour la victoire finale contre cette maladie. Car il n'y a pas longtemps, nous étions sous ce même hangar. Ce jour, vous avez pris l'engagement de vous engager vous-même
dans le combat pour la riposte à Ebola dans les 60 jours. Aujourd'hui, vous lancez le slogan « Ebola, ça suffit ». Je vous en remercie au nom du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, et de l'ensemble du gouvernement. Il nous faut maintenant aller sur le terrain du combat. Il nous faut aller maintenant dans les maisons, aller trouver les populations, là où elles existent, pour leur porter le message que nous voulons passer ici. C'est ce qui va nous aider. Cette campagne Ebola ça suffit va s'étendre sur une semaine du 24 au 30 mars. C'est une initiative de la coordination nationale de lutte contre Ebola en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et Emploi Jeunes. Le point de presse du porte-parole du gouvernement ce matin. Alors pour mieux comprendre le sujet, tout est parti d'une déclaration tapageuse lundi à Paris de certains leaders de l'opposition. Ils menacent de reprendre des manifestations de rue et tiennent des propos de contestation à l'encontre du chef de l'État. Le ministre Damanta Albert Camara les appelle à plus de responsabilités pour la quiétude du pays et les invite à participer au dialogue politique. Moussa Komara. Le chronogramme des élections proposées par la Commission électorale nationale indépendante divise la classe politique. Le 23 mars dernier à Paris, l'opposition a dans une déclaration mentionné sa désapprobation. Elle exige des autorités le respect de l'accord du 3 juillet. Plus loin, elle dépeint la situation économique et promet de reprendre les manifestations de rue. Cette déclaration menace le gouvernement. Nous, gouvernement, nous avons été assez surpris et peut-être assez désappointés, on va dire que c'est le terme, parce que nous pensons qu'aujourd'hui la situation ne justifie pas cette démesure dans les propos et dans ce qui est annoncé par nos frères de l'opposition. Je crois que, comme par hasard, ou peut-être n'est-ce pas un hasard, cette déclaration intervient au moment où la francophonie a décidé de commencer, enfin la secrétaire générale a décidé de commencer son mandat dans la Guinée pour venir justement peut-être traiter d'une actualité qu'elle considérait comme urgente, échanger avec les acteurs, ce qui s'est passé. Et au même moment, on assiste à une telle déclaration qui pour le moment ne correspond pas à la réalité du terrain. Il y a une décision d'un organe indépendant qui a programmé des élections. Une partie de la classe politique n'est pas d'accord avec cette programmation. On peut en discuter, on peut trouver des solutions en déterminant les vrais problèmes que cela pose afin de trouver les véritables solutions. Remettre en cause la légitimité du président de la République, demander à ce que son pouvoir s'arrête maintenant parce qu'il ne mérite plus d'être président de la République, nous pensons que c'est exagérément excessif par rapport aux enjeux en présence. Selon Damanta Albert Camara, le gouvernement reste résolu à engager le dialogue avec l'opposition pour éviter la crise politique qui s'annonce dans le pays. Je souhaite renouveler la volonté du gouvernement de trouver les voies et moyens de rétablir la confiance nécessaire au processus électoral, de respecter la Constitution, mais surtout de préserver la paix sociale. Et donc, que certaines personnes souhaitent marquer leur désapprobation sur un certain nombre de décisions me paraît légitime, mais que cela prenne les proportions que cela prend depuis quelques jours, cela nous paraît exagéré, inquiétant, et nous souhaitons pouvoir très rapidement continuer le dialogue qui avait commencé, qui s'est interrompu, qui a repris par la force des choses depuis hier avec les différents entretiens qui ont été menés avec Mme Michaël Jean et qui vont se poursuivre les jours qui viennent. Voilà la position du gouvernement. Une date sera annoncée par ailleurs par les autorités pour l'ouverture d'un nouveau dialogue entre opposition et mouvance. Pour le porte-parole du gouvernement, la marche n'a jamais rien apporté à la Guinée. La présidentielle 2015 dont il est question, les CEPI, CECI et CESPI sont déjà installés. Ce sont des démembrements de la CENI à l'intérieur des préfectures et communes. Mouvance et opposition ont accordé leur violon pour être représentés dans ces structures. Le peaufinement du processus électoral se poursuit. Saïdou Diallo. La CENI a procédé sur toute l'étendue du territoire national à l'installation de ces démembrements, des structures déconcentrées composées essentiellement des membres de la société civile, de l'administration, de la mouvance et de l'opposition. Une opposition fortement représentée par l'UFDG, l'UFR et le PDR. Transparence. Si ça se passe dans la transparence,
il n'y a aucun problème. Je suis là effectivement pour un démembrement afin d'avoir des hommes qui sont capables de diriger et de diriger efficacement et honorablement ou loyalement les élections. Aujourd'hui, c'est un sentiment de satisfaction pour moi. Et comme vous l'avez constaté d'ailleurs dans cette salle, il n'y a pas eu de problème au niveau de la liste, non seulement de la CEPI, de la CECI et des CESPI de Forécaria au niveau de la mouvance et les partis alliés. Et au niveau des structures installées, retenez que la ville de Koya compte elle seule une CEPI et 4 CESPI, soit un total de 33 membres désignés. À Forécaria, une autre ville de la région de Kindia, on dénombre 9 commissions sous-préfectorales et une CEPI au niveau de la commune urbaine. J'ai démarré par Koya hier, on a pu faire la validation des listes déposées par les partis politiques avec les structures et la société civile et l'administration. Et les démembrements ici vont être mis en place aussi, ils vont prêter serment. Ils auront pour rôle la conduite des opérations techniques sur le terrain, techniques et administratives sur le terrain, en lieu et place des commissaires au niveau national. Ces différents bureaux qui vont donc prêter serment vont désormais piloter les opérations électorales dans leur localité. En parlant de la présidentielle, elle se prépare aussi en termes de formation. Les leaders communautaires font partie des premiers bénéficiaires et se préparent à la gestion du jour du scrutin et le jour d'après. C'est une initiative financée par le PNUD. Abdoulaye Diallo. 2015, une année électorale en Guinée. La Commission électorale nationale indépendante s'est prononcée sur le calendrier. La présidentielle est prévue pour le 11 octobre et les communales en 2016. Depuis l'annonce de cette nouvelle, c'est la course à la montre. À Farana, les leaders communautaires renforcent leurs connaissances pour la gestion du processus. Dans 93, 98, même 2010, il y a eu beaucoup de problèmes avant, pendant et après. C'est par suite de ce constat-là que nous avons décidé maintenant d'organiser cette formation pour éviter que l'histoire ne se répète. Ils sont issus des formations politiques, des associations de jeunesse et de l'administration. L'objectif est de préparer des cadres capables de prévenir des conflits avant, pendant et après la période électorale. Nous voulons que chacun soit respecté dans ses droits et dans ses devoirs, que chacun fasse exactement le choix qu'il veut. Donc nous pensons en tout cas coordonner et toutes les activités dans la préfecture au point de vue administration, au point de vue politique. Chacun se sentira en tout cas dans sa peau pour aller voter librement. Pendant 2 jours d'échanges d'idées et d'expériences, les participants promettent de démultiplier les enseignements dans d'autres localités de la préfecture de Parana. Le général Fassiné Touré prête enfin serment. Il a été pourtant nommé depuis 2011 médiateur de la République par décret. Sa prise de fonction intervient à un moment où l'ombre d'une crise politique plane. C'est parti pour un mandat de 7 ans et une mission de conciliation de toutes les positions. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de Marouf Bar. Le champ d'action du médiateur est restreint, mais il peut être élargi aussi. Il est restreint parce qu'il est tout simplement un recours pour un administré, un conseil pour l'administration. C'est à ça que se limitent les attributions d'un médiateur de la République. Quand un administré est lésé dans ses droits et qu'il n'arrive pas à se faire rétablir dans ses mêmes droits par sa hiérarchie, il saisit le médiateur. Le médiateur qui fait mener des enquêtes, s'il s'avère que l'administré a raison, c'est le médiateur qui fait rétablir cet administré dans ses droits. Le médiateur de la République peut aussi intervenir quand il constate un dysfonctionnement dans l'administration. Il fait des propositions au président de la République par rapport maintenant aux conflits sociaux, politiques entre l'administration, les partis politiques, l'administration, les syndicats,
le médiateur de la République peut aussi intervenir, mais à condition qu'il soit requis. Requis ou par le président de la République, ou par l'Assemblée, ou en tout cas par une entité bien organisée. Vous disiez tout à l'heure les nouvelles et peut-être dernières résolutions dans la lutte contre Ebola. Pour appuyer cet assaut final, l'UNICEF soutient l'idée du gouverneur de Conakry d'appuyer les communes dans leur lutte contre la maladie. Une plateforme va être élaborée en guise de plan d'urgence. Le président du conseil de ville, Soriba Sorel Kamara, multiplie les contacts avec les institutions. Moussa Bangoura. Le partenariat entre le gouvernorat de la ville de Conakry et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance se renforce et se dynamise. Dr Guy Yoko, le représentant adjoint de l'UNICEF en Guinée, a échangé avec le président du conseil de ville pour préparer ensemble un plan intérimaire pour la riposte à Ebola avant l'assaut final prévu le mois d'avril prochain. Dans le cadre de ce plan intérimaire, nous sommes venus ensemble avec le gouverneur voir les différents axes de renforcement de la mobilisation sociale et de l'engagement communautaire dans la ville de Conakry, faire en sorte que l'ensemble des énergies se coordonnent et se mobilisent davantage pour bouter hors de la ville l'épidémie Ebola. À partir d'aujourd'hui jusqu'au 15 avril, nous puissions assister à une intensification à tous les niveaux de la mobilisation sociale et de l'engagement communautaire pour le renforcement de la surveillance contre Ebola, pour la prise en charge renforcée, pour l'ensemble des enterrements et supporter les enterrements dignes, sécurisés et au niveau de la ville et faire en sorte qu'au soir véritablement du 15 avril, nous puissions également déclarer véritablement zéro Ebola dans le cadre donc du plan intérimaire au niveau de la ville de Conakry. Dans ce plan intérimaire, l'UNICEF prévoit le renforcement des capacités de la coordination régionale pour la riposte, lutter contre les cas de réticence dans les quartiers, mais également élaborer une plateforme dans les différentes communes pour intensifier la sensibilisation des populations au respect des règles d'hygiène. Aujourd'hui, c'est un jour décisif pour la fonction publique guinéenne. L'opération de pointage des travailleurs fait du chemin. Ce mercredi, des machines électroniques ont été installées dans certains services. C'est le département de la fonction publique qui a constitué la première étape. Charité bien ordonnée commence par soi. Baba Kouyaté, Mamadi Tarnaka Misoko. L'administration publique guinéenne vers la fin de l'enregistrement manuel des fonctionnaires et contracteurs permanents de l'État. Elle se modernise avec l'arrivée et l'installation de 125 pointeuses électroniques de présence. Le ministère de la fonction publique et de la coopération internationale sont les premiers bénéficiaires. Ça va d'abord nous permettre de maîtriser l'effectif, aussi contrôler la présence des uns et des autres. Parce qu'on a besoin des droits, mais il y a les devoirs d'abord, avant les droits. Il s'agit d'un projet pilote qui couvre 6 départements ministériels et la préfecture de Koya. L'installation de pointeuses électroniques est l'une des mesures de consolidation des résultats issus du recensement biométrique des agents de l'État. Dans le cadre de la modernisation de l'administration et la gestion, la maîtrise des effectifs de la fonction publique, que la Banque mondiale a voulu bien financer ces opérations. Ça va nous permettre d'identifier ceux des fonctionnaires venus de l'étranger ou ceux qui travaillent même dans le secteur privé qui ont réussi à se faire recenser, à se faire enrôler lors des dernières opérations de recensement. Donc c'est un contrôle permanent qui va nous permettre, n'est-ce pas, de mieux gérer les ressources humaines. Ce sont des machines capables de détecter l'ensemble des travailleurs d'un département. Le fonctionnaire à l'arrivée et au départ pose son index droit et sa photo apparaît dans la machine. L'opération va permettre de déceler les agents fictifs ou en abandon de poste. Boké, la préfecture va très bientôt abriter l'école d'excellence de mines et géologie de l'espace Mano. La réalisation du projet va coûter plus de 17 millions de dollars. Une première réunion pour étudier la faisabilité du projet s'est tenue récemment en présence des représentants de plusieurs sociétés minières. Francis Collier. Si sur ce site, près de l'Institut supérieur des mines et géologie de Boké, que va être bâtie l'école d'excellence de la Mano River Union. Elle sera une école de référence dans la sous-région en matière de formation en mines et géologie. La tenue de la première session du conseil du projet a permis d'apporter des amendements à cet ambitieux projet de la Mano River Union.
c'est l'artiste à définir clairement tous les concepts liés à l'implantation de l'école. Et c'est l'ensemble de ces concepts-là que j'ai élaboré. Et la validation de ces concepts a fait l'objet de la tenue du président conseil. Pour la qualité de la formation, les partenaires de l'École nationale supérieure des mines de Rabat travaillent avec l'équipe du projet sur l'élaboration des programmes. Nous avons beaucoup de choses à apporter à nos frères guinéens, et surtout aux promoteurs du projet, au niveau par exemple de l'élaboration des programmes. Et dans un premier temps, dans la phase d'élaboration du projet, et par la suite, on peut, dans un cadre de partenariat, penser à des échanges de professeurs entre les deux institutions, des professeurs marocains qui peuvent venir au Niger pour dispenser un certain nombre de cours, de même que des collègues guinéens qui peuvent venir au Maroc pour effectuer des stages de formation ou bien de perfectionnement. Une formation de qualité, c'est ce qu'ambitionnent les autorités en charge de l'enseignement supérieur. Avec ce projet de la Mano Riva, l'espoir est permis. On a eu une session extrêmement riche qui a exploré beaucoup d'idées, qui a fait beaucoup de propositions. Et avec le résultat, je pense que sous peu, sur le terrain, nous verrons des choses nouvelles, qualitatives et qui nous font avancer vers notre rêve sur cette vision que le président de la République a projetée d'une Guinée émergente. Plus de 17 500 000 $ vont être utilisés pour la réalisation des infrastructures pédagogiques, administratives, des services d'appui et des logements avec des espaces de loisirs. L'Institut Polytechnique Roi Mohamed VI à Kamsar, l'infrastructure connaît une extension. Le bloc principal vient d'être reconstruit et de nouvelles salles de classe complètement aménagées. Mieux, plusieurs dortoirs ont été ajoutés à ce tableau. C'est un reportage à Kamsar de Martin Francine Adenou. Suivez. L'Institut Polytechnique Roi Mohamed VI de Kamsar, au cœur de la cité CBG. Depuis 2011, ce temple de savoir œuvre pour la formation des techniciens supérieurs en BTS et des ouvriers qualifiés au CAP. Ici, plusieurs filières d'avenir sont développées en faveur des étudiants. Aujourd'hui, le centre attire de plus en plus de jeunes. Pour assurer la compréhension des apprenants, le fondateur de l'institution construit d'autres infrastructures. À côté du bloc principal, de nouveaux dortoirs sont construits pour héberger les étudiants qui n'ont pas de tuteur dans la localité. À la cérémonie d'inauguration, étudiants et encadreurs de l'Institut Polytechnique Roi Mohamed VI de Kamsar apprécient l'œuvre. L'extension de cet institut que nous qualifions de bijou, il est pour nous, jeunes étudiantes et étudiants de l'Institut Roi Mohamed VI de Kamsar, l'exemple d'un père de famille soucieux du devenir de son enfant qui met tout en œuvre afin qu'il ait une formation qualifiée et un diplôme compétitif sur le marché de l'emploi, tant sur le plan national qu'international. Nous avons 16 chambres, capacité d'accueil pour le moment. Nous avons hébergé les étudiants, 6 étudiants par salle, chez les filles comme chez les garçons. Nos ambitions, c'est de rendre notre produit compétitif non seulement sur le marché de l'emploi national et pourquoi pas international. C'est ce qui a d'ailleurs poussé notre fondateur à aller loin au Maroc à faire le partenariat avec cette institution. Au mois d'avril 2014, l'Institut Polytechnique Roi Mohamed VI de Kamsar avait signé un partenariat avec l'École nationale supérieure des mines de Rabat et l'Institut supérieur des mines de Marrakech. Un jumelage que l'ambassadeur du Maroc compte renforcer. En témoigne la présence de 4 experts de bureau d'études et de l'ENIM de Rabat à cette inauguration. Je suis également venu pour rencontrer Monsieur le Président fondateur de l'Institut Polytechnique Mohamed VI et le féliciter par la même occasion de toute l'œuvre qu'il a accomplie jusqu'à présent. Il participe à travers son action à un effort de développement certain du pays par la formation des cadres qui sont appelés à remplir des fonctions pour le bien-être et le développement de leur pays.
L'occasion a été mise à profit par l'autorité de l'enseignement supérieur pour saluer l'implication du fondateur de l'Institut et les encadreurs dans la formation des jeunes. Par leur présence, ils traduisent notre effort de progresser dans le sens de la qualité. Ils accompagnent notre frère Paris Mara, ils accompagnent l'institution, ils accompagnent les professeurs qui sont là dans cet effort de qualification de la formation, dans cet effort de former les jeunes cadres guinéens capables de valoriser les ressources. L'Institut Polytechnique Roi Mohamed VI de Kamsar, doté de ressources humaines et matériels nécessaires, entend contribuer à la qualification du système éducatif en Guinée en se distinguant avec un programme adapté au marché de l'emploi. Rappel de la principale information. Ce soir, cette sortie du porte-parole du gouvernement Damanta Albert Camara pour recadrer les efforts de tous autour de la culture de la paix à un moment où les activités de la commission provisoire de réconciliation nationale sont relancées, à un moment également où le ministre des Droits de l'Homme multiplie, lui, les contacts du côté de Genève. C'est dans le cadre de la 28e session du Conseil des Droits de l'Homme. Khalifa Gassama Diaby a successivement été reçu par l'ambassadeur de France auprès de l'ONU et le président du Conseil des Droits de l'Homme. Les discussions ont porté sur le respect des droits humains en Guinée. Makale Souma est notre envoyé spécial en Suisse. La 28e session du Conseil des droits de l'homme qui se tient à Genève est ponctuée par des rencontres. Les délégations y présentes mettent à profit cette occasion opportune pour rencontrer les différentes autorités accréditées auprès de l'Office des Nations Unies à Genève. C'est le cas de la délégation guinéenne qui a été tout d'abord reçue par la représentation permanente de la France auprès de l'ONU. Une rencontre axée sur la problématique des droits de l'homme en Guinée, les violences faites aux femmes, notamment les violences conjugales et les mutilations génitales féminines, l'impunité, mais également les réformes de la justice, des forces de défense et de sécurité. Notre rencontre qui a également marqué la journée est l'audience accordée par le président du Conseil des droits de l'homme auprès de l'Office des Nations Unies à Genève au ministre guinéen des droits de l'homme. Ici aussi, des questions de respect des droits de l'homme telles que la peine de mort, la réconciliation nationale et les prochaines échéances électorales ont été abordées. Ils ont par ailleurs souhaité voir le renforcement de l'état de droit et la lutte contre l'impunité. Le ministre Khalifa Gassama Diaby en a profité pour les remercier du soutien de la communauté internationale et de leurs pays respectifs à la Guinée, tout en les invitant à apporter plus d'appui et de soutien pour la réalisation des différents projets entamés, dont son plan d'action annuel et les projets de prévention en matière de protection et de promotion des droits de l'homme, la prévention de la violence de tout genre en termes de formation et de sensibilisation et l'organisation des États généraux des droits de l'homme. Avec cette 28e session du Conseil des droits de l'homme à Genève, l'Office des Nations Unies vit au rythme des rencontres bilatérales avant les plénières dans les prochains jours où le ministre guinéen des droits de l'homme et des libertés publiques est très attendu. Une conférence débat à l'université de Somphonia. Le thème porte sur les réalisations de la Troisième République, mais aussi les perspectives. C'est une initiative du Forum des étudiants guinéens. La rencontre a permis d'évoquer les grands acquis et chantiers de la République de 2010 à maintenant. Fatima Diallo, Djena Bari. Organisée par la Fédération des étudiants de Guinée, cette conférence a pour thème la Guinée dans le changement acquis et perspectives de la Troisième République. Elle est animée par le ministre secrétaire général à la présidence de la République. Plan quantitatif, c'est 5000 classes qui ont été construites dans le primaire et le secondaire, le respect des curricula, le respect des grades universitaires et la qualité et la rigueur avec lesquelles les examens se passent aujourd'hui dans notre pays et au niveau du certificat d'études et au niveau aussi des examens universitaires. C'est aussi le bilan qui est un bilan physique qu'on ne peut voir que quand on est là. C'est le bilan d'une jeunesse estudiantine qui a soif d'apprendre et qui participe pleinement aux réformes en cours dans le pays et qui sont eux-mêmes habités et porteurs du changement. Soucieux de la formation de la jeunesse, les responsables de ce campus ont affiché leur détermination à sauvegarder les acquis enregistrés sous le régime du professeur Alpha Condé.
À ce jour, plusieurs infrastructures ont été réalisées par le soin. 2 autres amphithéâtres de 500 places chacun viennent d'être réalisés plus tôt et offerts par le président de la République et son gouvernement à notre institution. Le nouveau rectorat digne de la renommée de notre université et dont nous avons entamé la construction également sur fonds propres sera achevé d'ici la fin de cette année et sera possiblement inauguré. Elle a compris que vraiment il y a un certain nombre de campagnes de désinformation, qu'il n'y a pas, les jeunes ne sont pas informés de ce qui est fait, donc, et que l'information est un droit. Il faut alors appeler les gouvernants pour venir informer les gouvernés. Érigée sur les ruines de l'École nationale de la police, l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia compte 22 000 étudiants repartis entre plusieurs facultés. Ces diplômés de l'université Barack Obama, désormais sur le marché de l'emploi. C'est la 2e promotion LMD de cette institution. Au total, 330 lauréats. Abdul Karim Kamara. Ils ont passé 3 ans ensemble à apprendre des métiers à l'université Barack Obama. Ces étudiants ont validé 180 crédits en licence fondamentale et 240 en licence professionnelle. C'est la 2e promotion du système LMD et la première de l'Institut professionnel et technique en BTS de cette université. L'encadrement parle des taux de réussite de 78 et 90%. L'année dernière, nous avons commencé à recruter les anciens chercheurs avec un grade académique de maître assistant. Et le dernier diplôme pour enseigner à l'université Barack Obama depuis l'année universitaire 2013-2014, c'est le master. C'est-à-dire nous recrutons à partir du Master 2. Invités à la cérémonie, nombreux sont les pères éducateurs qui exhortent ces étudiants à beaucoup plus d'abnégation en apprenant davantage dans la vie pratique. Grâce à vos encadreurs, vous pouvez être fiers de votre formation. Mais dans cette fierté, soyez modestes et sachez que vous n'avez jamais fini d'apprendre. Les 2 promotions portent le nom de la regrettée sœur du président de la République, Feu Adjassira Condé. Ils sont au total 330, des récipiendaires qui se veulent confiants et prêts à affronter le marché de l'emploi. Je vais chercher des financements pour monter mon propre projet. Parce que là, au lieu de chercher ailleurs, je préfère faire dans mon pays. Et je sais que ça va réussir parce que j'ai foi en moi. Il faut trouver l'emploi à travers sa valeur intrinsèque. Depuis ce message du calife général de Touba, il remercie le président de la République pour son implication personnelle dans la consolidation du tissu social. La cité religieuse de Touba prépare son grand rendez-vous annuel du Grand Fidaou. Ce sera au mois de novembre. Kerna Ousmane Diallo. C'est leur première réunion après la fixation de la date du Fidaou aux grandes retraites islamiques de leur localité. Touba, la ville sainte, va organiser le 10e Fidaou de son histoire le 13 novembre prochain. Un événement religieux majeur qui prévoit le déplacement de centaines de fidèles musulmans à travers le monde. 7 mois avant son organisation, les préparatifs commencent. 2015, l'année du Grand Fidaou à Touba, est aussi l'année du rapprochement des fils du terroir. Les discordes entre les fils de Touba autour de la construction d'une seconde mosquée ont conduit récemment le chef de l'État à dépêcher une mission de médiation conduite par le ministre de la Sécurité. Le calife général de Touba tient à exprimer sa reconnaissance envers le premier magistrat du pays. Il remercie le président professeur Alpha Condé. Il a respecté Touba tout le temps. S'il y a un petit problème à Touba, et il envoie des messagers. Et ils viennent pour arranger. Ça, c'est comme si c'est lui-même qui est venu. Il prie pour lui. Fondé en 1815 par Karamoko Badiabi, Touba est une cité religieuse reconnue pour l'attachement de ses habitants à l'islam. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir.